Donc, on est dans le cadre du mois de l'innovation publique. On va être 1h30 ensemble pour parler d'innovation publique dans 3 régions, donc avec Benoît Valory, Jeanne de Perrois et moi-même. Du coup, cette séquence va être animée par Thomas Quentin. Donc, 1h30 pour tout savoir sur l'innovation publique dans ces régions. Et puis, pour demain, vous envisagez votre prochain pas. Thomas, je te passe la main. Alors aujourd'hui, on va vous proposer ce qu'on a appelé la ronde des labos. Vous m'entendez tous? Ça va? Parce que je vous vois figé. Hein. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Oui, Thomas. Oui, on t'entend. OK. Oui, très bien, merci Thomas. Et donc, nous allons vous proposer aujourd'hui une ronde des labos, c'est-à-dire il y a 3 personnes, 3 invités prestigieux qui sont avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va commencer par les dames. La fonction oblige gentleman. Tout d'abord, Jeanne Desperrois, qui va nous présenter le laboratoire de la région Aquitaine. Puis Céline Zatorski, qui va nous présenter le laboratoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis enfin, Benoît Valory, qui va nous présenter TILAB, un laboratoire de Bretagne. Hein, j'en dis pas plus parce qu'ils vont vous expliquer tout ça plus en détail, puisque c'est le but de cette ronde des labos. Alors, avant de commencer, vous savez qu'on est féru de brise-glace. Donc, je vais vous envoyer en binôme. Et en fait, vous allez partager 3 questions en binôme. La première question, ne soyez pas surpris. Quel est votre apéro préféré? Voilà. Il faut bien un peu se détendre et l'apéro sert un petit peu à ça. L'apéro peut être non alcoolisé, je tiens à le préciser quand même. La deuxième question que vous allez partager avec votre binôme, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Et enfin, la troisième question, qu'est-ce qui vous plaît dans votre boulot? Voilà. Donc, je vais diviser aléatoirement les personnes. Vous allez être répartis par groupe de 2, en binôme. Voilà. Tu peux rappeler les questions, Thomas? Oui, je suis un homme, c'est difficile de faire 2 choses en même temps, bien sûr. Donc, je rappelle les questions. Donc, quel est votre apéro préféré? Pourquoi vous êtes là? C'est la deuxième question. Et un truc qui vous plaît dans votre boulot. Alors, je vais créer des salles de discussion. On est combien là? 38. Hop. Et au pire, si vous êtes 3, ce n'est pas grave, vous pouvez en partager. C'est parti. Et on va pour cela se donner une dizaine de minutes. Hein. Donc, prenez le temps de partager, c'est important. C'est parti. Je vous invite à cliquer pour rejoindre votre groupe. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Marie. Alors, hop, il y a des gens qui ne sont pas attribués. Si les personnes qui restent là sont, soit vous n'avez pas d'attribution de salle, soit je vais vous attribuer aléatoirement, du coup, dans une salle. Thomas, je reste 2 minutes avec toi. Ouais, pas de souci. Hop. Marianne, je t'attribue. Non. Hop. Alors, les personnes sont encore. Patricia, Déborah, vous avez pu cliquer pour vous permettre de rejoindre votre salle en binôme. Vous êtes affectés en tout cas. Patricia et Déborah, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Bélido. Je vais vous attribuer à une salle. Les personnes dans la salle vont t'expliquer ce qu'il faut faire pendant les 10 prochaines minutes. Hop. Patricia et Déborah, vous êtes toujours avec nous, c'est que vous n'avez pas cliqué sur votre salle. Patricia, c'est toi? Je n'ai pas de son. Tu es là. Oui, mais j'ai pas de son. Et tu n'as pas de caméra non plus. Mais j'entends pas, je ne peux pas parler. Déconnecte-toi de Zoom et reconnecte-toi. Ça sera plus facile. Myriam, est-ce que tu as un souci pour te connecter?
Oui, bonjour. Je n'ai pas réussi à me connecter. Enfin, je ne voyais personne dans ma salle de conférence. Alors, c'est possible. Tu étais dans quelle salle, tu te souviens? La 19e. Ah, bah oui, la dernière, forcément. Alors, je vais te mettre. Ah, c'est marqué non rejoindre. Je vais te mettre avec Nathalie dans la 18e. Hop, D'accord. voilà. Merci. J'en prie. Alors, attends. Non, là, les gars, ça va être... Bonjour, Adrien. Je ne sais pas si tu m'entends, je ne te vois pas. Bonjour, Sophie. Nous avons commencé, en fait, et nous sommes en train, les gens sont en binôme pour partager 3 questions. Quel est votre apéro préféré? C'est un binôme brise-glace. Pourquoi vous êtes là? Et un truc qui vous plaît dans votre travail. Je vous attribue aléatoirement dans une salle. Il y aura sûrement 2 autres personnes, hein, mais n'ayez pas peur d'elles. Présentez-vous en arrivant. Okay. Je vous y envoie. Merci. Hop. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Adrien. Hop. Et Patricia, je t'affecte également à une salle. Voilà, vous pouvez cliquer pour rejoindre la salle. Ok. Alors, bon, Déborah, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Avec Déborah, tu nous fais signe si tu as besoin. Est-ce que tout le monde, 2 personnes... Non, il y a encore des gens qui arrivent. C'est ça de commencer à l'heure, en fait. Bonjour, Lisiane. Je vais t'attribuer dans une salle et en fait, oui, c'est un petit brise-glace. Ah, tu as été déconnecté. Oui, voilà, j'étais dans la salle 10, je crois. 10 ? Je te renvoie. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Lisiane. À tout à l'heure. Juste Thomas, oui, donc du coup, non, je n'avais pas préparé les Google Slides. Est-ce que... C'est fait. Ok. J'ai juste fait des trinômes parce qu'ils vont être à 3 en fin de séance, on va dire. Okay. Et donc, il y a des slides, il y en a 14, je crois. Donc, selon les groupes, je vais les mettre, ils choisiront la slide qui va bien. Je vais partager la slide quand tout le monde... Voilà. Ok. Ok, sur ce que j'aimerais développer, mon prochain pas, j'ai besoin d'eux. Exactement. Ok. Après, le reste, on le fera en grand groupe parce que je n'ai pas de support forcément particulier. Ok. Notamment pour les 06, on va le faire en MP. Oui, voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Donc, moi, la présentation est prête depuis au moins 5 bonnes minutes. La présentation est prête. Ta présentation? Oui. Parce que tu avais dit à Jeanne et à pareil, je leur ai envoyé les éléments comme à toi. Ouais. Tu m'as envoyé les éléments comme à moi. L'email. Ah oui, mais je n'ai pas de support à partager, moi. Non. Donc, tu peux commencer par moi éventuellement si ça donne le temps aux autres, tu vois. Bonjour aux personnes qui arrivent. Est-ce que vous avez été déconnecté ou vous n'étiez pas encore connecté? On fait un petit brise-glace sur les personnes qui sont là. Donc, A.Emmanuel et Anne-Claude. Est-ce que vous pouvez me dire... C'est bizarre parce que il n'y a personne en non affecté en fait. Alors, soit vous avez été déconnecté, vous pouvez vous reconnecter directement sur votre binôme en appuyant sur le carré en bas, les 4 carrés qui sont en bas sur la barre d'options de Zoom. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vous vois. Anne-Claude. Oui, moi, ça y est, c'est bon. On est revenu. Mais pourquoi vous êtes revenu en fait? On était avec Aurélie, on était dans une salle apparemment, c'est ça? Il fallait pas revenir? Une fois qu'on a échangé sur les 3 thématiques? Vous aviez 10 minutes, je croyais qu'il fallait revenir ici. C'est pas une bonne idée alors. C'est pas grave, vous pouvez rester là, c'est pas un problème. Ah, mais j'avais pas le temps, j'avais pas entendu le temps. C'est pas grave. Il nous reste combien de temps, Thomas? Voilà, avec les aléas, c'est un peu difficile, mais... du coup, est-ce que tu peux passer un message comme quoi il reste 2 minutes? Oui, bien sûr.
Le stress, on a fait très très vite, Aurélie et moi. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt 5 minutes. Voilà, donc c'est un peu. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est génial. On essaie de donner le temps. Bon, on n'était pas loin avec Aurélie. On avait tout timé. Puis il y a des gens qui sont arrivés en cours de route, si c'est peut-être encore là maintenant. Je vois Lila et Anne. Si je lis bien les. Vous étiez bonjour. déjà. Bonjour. Vous venez d'arriver ou vous étiez dans un groupe? Non, je viens juste d'arriver. Ah. Alors, Anne il y avait- Redin a demandé de l'aide, Gilles et Thomas. Ok. Ah, bonjour Anne. Anne, tu es seule? Oh, mais Anne, tu es seule, mince. Mais alors, mais personne ne t'a rejoint. Bonjour Anne. Donc, il va nous rester 2 minutes. C'est pas grave, on va faire un peu connaissance toutes les deux. Anne, tu es de l'Adréal, c'est ça? Est-ce qu'on s'est déjà croisé, Anne, en visio? Je t'entends pas. Est-ce que tu peux réactiver ton micro? Ah, je t'entends pas non plus. Ah, là, je t'entends. Vas-y, parle. Non, je t'entends pas. C'est-à-dire que ton micro est allumé, mais je ne t'entends pas. Peut-être, ouais, peut-être. Est-ce que avec ton casque, est-ce que du coup c'est bien connecté? Donc moi, je suis Céline Zatorski, Anne. Pendant que tu te connectes, est-ce que tu m'entends, toi, hein? Ok, donc moi je suis chef de projet labo pour le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et je travaille beaucoup en ce moment avec Anne-Laure Gauthier et Pierre Adamy, donc du SGAR, puisque cette année, en fait, on élargit le mois de l'innovation publique au service de l'État, ce qui n'était pas le cas avant, en tout cas pas officiellement, hein, ce n'était pas interdit, hein, mais ce n'était pas officiel. Et du coup, on est très, très content que des agents de l'État nous rejoignent. Donc moi, mon apéritif préféré, c'est le spritz, Anne. Voilà, mon apéritif préféré, c'est le spritz. Je suis là pour présenter notre dynamique labo, sachant que ce n'est pas un exemple, c'est juste une illustration et que j'espère que la suite, on pourra la construire notamment en partenariat avec des services de l'État. Et puis la troisième question, normalement, c'est moi qui les ai écrites, donc je devrais… Ah, Monaco, super Anne, super, on y arrive. Monaco Spritz, ok. Pourquoi es-tu là, Anne? Pourquoi es-tu là? Minutes avant. Alors, donc moi j'étais avec Anne, Thomas, et Anne, elle ne peut pas communiquer, donc on est obligé d'échanger notre apéro préféré par chat. Par mime. Voilà, par chat. Ah, Anne ne peut pas communiquer par micro, c'est ça, donc elle peut communiquer par chat. D'accord, ok. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Bon, je crois que tout le monde est… Avec qui as-tu fait connaissance, Gaëlle? J'ai connaissance avec Céline de Nevers. Très bien, très bien. Nous aussi, on avait fait connaissance avec Céline de Nevers à Nevers. Ok, Thomas, donc après ce brise-glace. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as récupéré tout le monde. Oui, tout le monde est là normalement. Par contre, il y a des micros qui restent ouverts. Faites attention à ça. Si vous avez du son à côté de voilà, vos collègues potentiellement, ou vos enfants, si vous êtes à domicile, pourquoi pas. Votre chien, votre chat. Les poissons rouges, ça va en général, ils ne font pas trop de bruit. Alors, on va partir sur le récit en fait, de ces 3 laboratoires que je vous ai présentés en début de séance. L'objectif, hein, c'est de le faire sous forme de récit. Alors, je ne sais pas si vous avez des supports à partager pour votre récit. L'idée, c'était de suivre 3 axes de récit. Il était une fois. Hein, donc, vous avez présenté un peu la création du labo, quelques exemples de ce que vous faites, et puis les impacts des démarches d'innovation de chacun des laboratoires. Alors, je suis un gentleman, donc je suis obligé de laisser la parole à Jeanne, voilà, en plus qui est à l'extérieur. Donc Jeanne, si tu es d'accord pour commencer, je ne te vois pas à l'écran. Ah, voilà, parfait. Et Jeanne, juste pour te dire, ça me fait plaisir de te revoir parce qu'à l'époque, on s'était croisés, je ne sais plus si ça s'appelait le SGMAP encore, ou la DITP, mais… C'est voilà. ça. Ça te va de commencer, du coup, Jeanne? Ben oui, c'est parti. On est sur 7-8 minutes par récit. Ok.
Ça marche. Il y aura un Du coup, temps je m'appelle d'échange Jeanne de après. Perrois. Je travaille pour la région Nouvelle-Aquitaine. Ouais, il y a un téléphone qui sonne. Hop, Ouais. en même temps. Du coup, je travaille pour la région Nouvelle-Aquitaine dans une équipe qui s'appelle Délégation Transformation Pilotage Modernisation et qui est rattachée directement du service modernisation. Et donc, ça comprend les sujets On a un peu... excusez-moi, mais ça coupe. Ça, oui, ça... Qui a trait à la relation usagée, à la Jeanne, dématérialisation. À la... Ah oui, oui, je vais couper. Je pense en fait, lag je vais un couper ma peu. caméra. Ouais, je suis désolée. Vous en étiez resté où? Quasiment au début, hein, Ok. pour être franc. Ok, alors du coup, je travaille à la délégation transformation, pilotage, modernisation, qui est une équipe qui est rattachée directement au DGS. Et moi, je suis la chef du service modernisation, donc, qui traite des sujets de dématérialisation, de simplification, de relations usagers et d'innovation. En Nouvelle-Aquitaine, du coup, l'innovation, c'est tout le monde. En fait, on n'a pas véritablement de labo comme ça peut être le cas dans d'autres régions qui est situé sur le site de Limoges, mais il fonctionne beau. Pour nous, l'innovation, en fait, elle est pour tous et elle est dans tous les projets. C'est un peu ça, nous, notre leitmotiv en Nouvelle-Aquitaine. Et d'ailleurs, dans l'équipe, il n'y a qu'une seule chargée de mission innovation qui est vraiment dédiée à ce sujet complètement. Et elle s'occupe, elle, d'animer un réseau de facilitateurs, donc qui sont des agents publics qui ont tout un tas d'autres compétences et de projets qui sont un peu partout dans les directions et qui ont été formés à la facilitation. Donc, elle anime ce réseau-là. Elle est en charge aussi de tous les événementiels en lien avec l'innovation, par exemple le mois de l'innovation typiquement, mais aussi plein d'événementiels tout au cours de l'année. Et elle a aussi quelques projets qu'elle porte en propre, donc des projets vraiment d'innovation pure. Par exemple, cette année, elle a créé des nudges, elle a créé un serious game sur des sujets de sobriété numérique, ce type de projet. Voilà. Et ensuite, le reste des agents de notre équipe, ils utilisent les méthodes d'innovation publique tout le temps, en fait, enfin tout le temps et dans tous leurs projets, que ce soit sur de la recherche usagée, sur des séances de co-construction, sur du prototypage, sur des tests. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien, qu'on n'appelle pas forcément innovation, mais qu'on pratique très, très, très souvent. Et au-delà de notre équipe, tous les agents de la Nouvelle-Aquitaine, des autres pôles et des directions des métiers, ils peuvent aussi, ils utilisent de plus en plus des méthodes d'innovation. Nous, on propose assez régulièrement des formations. Maintenant, la RH propose aussi quelques formations à ces méthodes-là. Du coup, ça fait vraiment partie maintenant, depuis 2-3 ans, des valeurs partagées par tous et qui sont aussi très, très portées par le directeur général des services. Voilà, et puis très souvent aussi, ils font appel à nous pour les accompagner dans leurs projets, que ce soit sur des recherches usagées, sur de l'accompagnement au changement, sur des organisations de temps collectif, etc. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien à leur côté. Est-ce que je vais plus loin ou est-ce que ça, c'était mon « Il était une fois ». Ouais, je te laisse m'arrêter là continuer. et ensuite donner des exemples de projets. On va faire par labo sur les 3 axes, donc les exemples et puis les impacts. Je te laisse continuer. Ok. Alors du coup, je voulais vous donner 3 exemples de projets sur lesquels on avait travaillé, qui sont des exemples qui sont un peu différents, qui font appel à différentes approches innovantes. Le premier, c'était sur des nudges. On appelait ça nudge Néoterra. Alors, c'est un peu barbare comme nom. En gros, la région a voté une feuille de route au mandat précédent avec un certain nombre d'engagements pour limiter les changements climatiques, s'engager dans la protection de l'environnement, etc. Et parmi ces engagements, il y a un engagement qui est d'avoir une administration exemplaire. Et donc, ça passe d'actions. Et il y avait des actions donc, sur la réduction du nombre d'impressions, la réduction des déchets, la réduction de la consommation de fluides, donc d'eau, d'électricité, etc. Et nous, on a décidé, on a proposé avec les personnes qui étaient en charge de mettre en œuvre ce plan d'action, de créer des nudges pour inciter les agents à adopter les bons comportements.
Donc, typiquement, on a travaillé, du coup, on a fait une étude de terrain sur quelles étaient les pratiques, par exemple, en consommation d'eau, notamment dans les lycées, parce qu'il y a beaucoup de marge de progression sur ce sujet-là dans les lycées, ou quelles étaient les pratiques d'impression des agents. Alors, en plus, c'était en plein Covid, donc c'était pas tout à fait représentatif, mais on a réussi à avoir quand même pas mal de chiffres de l'année 2019 notamment. Et ensuite, on a créé, du coup, on a fait des séances de créativité, etc., avec un groupe, je dirais, d'une dizaine de personnes, voilà, pour essayer de créer des nudges. Donc, il y avait eu des stickers, il y avait des choses un peu au sol, sur les murs, etc. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est en cours d'expérimentation. Je ne peux pas vous dire si vraiment ça marche ou pas. On est en train d'étudier. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine à Réunion, on va pouvoir faire le point sur les indicateurs et voir si vraiment nos actions ont eu des effets, mais voilà, en tout cas, on a investi les lycées et les zones d'imprimantes pour tester cette nouvelle approche qui est assez innovante. Voilà, donc ça, c'est un exemple de petit projet très concret sur lequel on a pu mettre en œuvre une méthode innovante. On a un autre sujet qui est un peu plus gros, qui concerne un site internet qui s'appelle le Guide des aides. Voilà, la région Nouvelle-Aquitaine, elle a un site internet qui est un peu comme un dictionnaire de tous les dispositifs qu'elle propose à ses usagers, avec un moteur de recherche en fonction des profils, etc. Donc, c'est une bible, ce site, pour les usagers, mais il était très, très compliqué à comprendre pour une personne lambda. Donc, en fait, on a droit à avoir beaucoup d'aides, mais en fait, pas tant que ça. Et après, les démarches pour obtenir les aides sont souvent un peu compliquées à comprendre. Donc là, on a entamé un grand chantier de simplification du parcours des usagers. Donc déjà, on a dû, dans un premier temps, formaliser quel était le parcours, comment un usager se retrouve sur ce site du guide des aides, et en cliquant sur Google, en tapant aide, région, subvention, entreprise ou des choses comme ça. Et ensuite, en simplifiant tout l'éditorial en fait, qui est contenu dans ce site. Donc, c'est un énorme travail. Je crois qu'il y a plus de 300 pages de site internet, donc c'est vraiment, vraiment énorme. Et après, on a rajouté des blocs serviciels, on appelle ça comme ça. Donc, par exemple, une FAQ par dispositif. Donc, c'est les 5 questions les plus posées sur chacun des dispositifs. On a rajouté un formulaire d'aide en ligne. Donc, on peut effectivement très simplement poser des questions si on n'a pas bien compris. Petit à petit, on réduit le nombre de numéros de téléphone à un seul qui est centralisé sur une sorte de, enfin, pas une sorte d'ailleurs, sur une plateforme téléphonique, un peu comme un call center qui permet d'apporter une aide aux personnes qui se posent des questions sur les aides auxquelles ils ont droit. Ça, c'est un très, très gros projet qui est un peu multidimensionnel et sur lequel on a fait beaucoup d'études usagers et on travaille très, très régulièrement avec eux pour mesurer les progrès de simplification qu'on peut faire sur ce site. Voilà, donc ça, c'était un autre exemple dans lequel on a impliqué des usagers. Et le dernier exemple que je voulais vous partager, c'était un exemple interne. Donc, on a mis en place une base de connaissances. C'est une sorte de Wikipédia interne pour tout connaître sur la région et sur les dispositifs en place actuellement, sur l'actualité, etc. Et en fait, on a créé l'interface et le process d'alimentation et de mise à jour de cette base de connaissances avec l'ensemble des utilisateurs. Donc, ça a été aussi un gros travail qui a été fait là de formalisation et d'animation de groupes de travail. Voilà, donc l'idée, c'est que c'est un nouvel outil pour tout le monde, pour tous les agents. C'est quelque chose à faire en plus, donc on n'aime jamais trop ça, faire des choses en plus de ce qu'on doit déjà faire. Et l'intérêt d'avoir créé cette interface-là, d'avoir choisi comment disposer les informations pour que ce soit le plus simple pour eux, etc. Et d'avoir créé les process après d'alimentation de cette base de connaissances avec eux, ça permet de leur faire mieux accepter et de leur faire surtout comprendre est-ce qu'on doit mettre en place ce type de plateforme en l'occurrence pour apporter une meilleure réponse aux usagers. Ça, tout le monde est d'accord avec ce truc-là. Donc voilà, c'était les 3 projets sur lesquels je voulais vous parler. Et les impacts, du coup, pour aller très vite, nous, on associe toujours les agents à nos projets. Donc le but du jeu pour nous, c'est vraiment qu'ils montent en compétence sur les approches innovantes et qu'on diffuse la culture du changement, la culture de l'innovation. C'est vraiment quelque chose auquel on tient particulièrement. Donc, à travers ces projets-là, mais à travers des dizaines d'autres projets qu'on mène au quotidien, c'est vraiment toujours ça pour nous
l'impact recherché, en tout cas. Parfois, on le mesure aussi, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qu'on a en ligne de mire. Le deuxième impact, c'est l'amélioration du service à l'usager. Pour nous, le but du jeu, c'est quand même que la personne, le bénéfice, voilà, demander simplement une aide, trouver facilement une information et être satisfait de son administration régionale. Et puis ensuite, le dernier impact, c'est la meilleure organisation interne et l'efficacité interne. Voilà, les 3 aspects importants pour nous dans ces projets-là. D'accord. Merci beaucoup, Jeanne. Alors, je rassure les personnes qui sont là, vous aurez le temps de poser des questions par la suite. Hein. Donc, ne soyez pas stressés. Posez-les dans votre tête à côté, n'hésitez pas, mais on aura le temps pour ça. Je vais laisser la parole à Céline. Voilà, si Benoît est d'accord en tant que gentleman, coach gentleman. OK, merci Benoît. Céline, eh bien à toi, hein, sur le même principe, est-ce que tu peux nous présenter le laboratoire de la région Bourgogne-Franche-Comté? Ouais, en tout cas, attends, je vais essayer. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tu peux l'agrandir en mode diaporama si tu veux. Tu sais, je n'ai pas mon ordi d'habitude, donc je suis un petit peu... Parce que Céline a 15 ordi, il faut savoir. Oui, voilà, exactement. Eh ben, je n'ai pas suite d'habitude. OK. C'est bon? C'est parfait. Voilà, moi je vais partir de Il était une fois. Il était une fois le labo. Il y a beaucoup d'agents du labo qui sont autour de cette visio, autour d'un credo qu'on a. Au pire, ça marche. Alors, il était une fois. Il était une fois. Alors, je ne vois pas tout. Donc, en fait, donc, le labo du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, il a été créé à l'issue de la fusion donc, des régions Bourgogne et Franche-Comté, et notamment suite à une proposition des agents, puisque à l'époque, la DGS avait voulu donc, organiser des groupes de travail entre les agents pour qu'ils proposent donc, des projets pour la nouvelle organisation. C'est important parce que un des fondamentaux en fait, du labo du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'est vraiment les agents au service des agents. Alors, il s'est fait très progressivement et sur une logique en fait, de diffusion des pratiques innovantes, de professionnalisation des facilitatrices et facilitateurs dont je vais expliquer leur rôle, et puis de développement de l'innovation publique sur les territoires en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, donc en 2017, on a été aidé aussi dans notre histoire par les universités de l'innovation publique du CNFPT, ce qui explique pourquoi le CNFPT est aujourd'hui un partenaire important. En 2017, donc, on avait des premières missions avec des alliés, mais pour rappeler les conditions de l'époque, le labo a été créé au sein d'un service, au sein d'une direction des projets transversaux, au sein d'un pôle et avec une feuille de route complètement inventée. Donc, on avait quasi carte blanche pour inventer ce labo et à partir des envies et des aspirations des agents. Et donc, suite à Cluny, on a lancé la première semaine de l'innovation publique qui a été notre première vitrine pour lancer le labo. En 2018, on a lancé un avis de recherche. Un avis de recherche avec une trentaine d'agents mobilisés sur Besançon et Dijon. On a continué à s'emparer de l'Université de l'innovation publique et à la même époque a émergé un noyau d'agents qu'on appelle désormais les PIP, les pionniers de l'innovation publique en Bourgogne-Franche-Comté. Donc des agents issus de différentes collectivités qui eux aussi voulaient développer d'autres façons de faire au sein de leur collectivité et voilà. Deuxième semaine de l'innovation publique avec la première journée donc, des innovateurs publics. Donc ça, c'était en 2018. On avait parlé de bus de l'innovation. On verra qu'on a commencé à le mettre en œuvre. On a parlé de « ils ont osé et ça marche ». Et bien maintenant, on a les marchés aux expériences. On a parlé de « tous en scène ». C'est un peu aussi les marchés aux expériences. Et puis 1000 acteurs pour 100 défis relevés. On n'en est pas encore là, mais j'espère qu'on en sera là dans quelques temps. En 2019, l'organisation a changé. On a été rattaché donc, au directeur général des services avec la création de la démo, de la délégation à la modernisation et à l'action publique. Et puis, donc, les agents qui s'étaient investis ont été reconnus en tant que facilitatrices et facilitateurs, à savoir donc, des agents formés aux méthodes d'intelligence collective et pouvant, dans le cadre de leur temps de travail, pouvant accompagner des missions en dehors de leur propre mission pour des directions autres que les leurs. Parallèlement, donc ça c'était en interne, et parallèlement en externe, la région a signé une entente partenariale
à chaque fois, ça me fait penser à Star Wars. Donc, à chaque fois, je le dis, hein, mais une entente partenariale avec le CNFPT pour à la fois développer des formations innovantes et puis les brigades de l'innovation publique. Alors, qu'est-ce que c'est les brigades de l'innovation publique? Je vais y revenir. Donc, en 2020, on a commencé cette première phase des brigades. Donc, les brigades de l'innovation publique, ce sont des agents, des équipes d'agents donc, formés à la facilitation à l'intelligence collective, mais cette fois-ci intercollectivité qui accompagnent des vrais projets sur le territoire. Donc, en 2020 et 2021, ça a été plus long que prévu à cause du Covid. Donc, on a accompagné et on est en finalisation d'accompagnement pour un des 4 projets. Donc, 4 projets sur le territoire, deux autour des bibliothèques, un à Bel-Herbe et un à Châlons, un sur une plateforme numérique de santé mentale et puis un autour de l'eau usée, un déchet comme les autres. Donc, on a parlé fosse septique. Donc, on a vraiment touché différents sujets et pas habituels, en fait, notamment pour des agents région. En 2020, en interne, on a continué à structurer notre réseau de facilitatrices et facilitateurs avec des spécificités qui ont émergé, facilitation graphique, facilitation numérique, eu écho au contexte, reporter embarqué, co-développement. Et puis, donc, on a eu le premier mois de l'innovation publique, donc ouvert aux agents de collectivité, et puis toujours co-animé donc, et par les agents en région investis, et toujours par ce groupe de pionniers de l'innovation publique qui voulaient proposer d'autres façons de faire. En 2021, on y est. Donc, on continue à développer les missions. On va finir la phase 1 des brigades de l'innovation publique. Aujourd'hui, on a un partenariat externe qui s'ouvre à l'État. Et on élargit donc notre entente partenariale au SGAR avec toujours une montée en compétences de plus en plus des facilitatrices et facilitateurs qui commencent eux-mêmes à former d'autres agents. Donc, on est vraiment dans une phase de diffusion. Alors, ce que je vous disais rapidement, les agents au service des agents, autour de valeurs, coopération, collectif, entraide, écoute et bienveillance, pragmatisme, plaisir, convivialité, expérimentation et droit à l'erreur. On terminera, alors le plaisir occupe et l'approche sensible occupe une part importante dans notre démarche. On terminera notamment le mois de l'innovation publique par comment augmenter le PIB, donc le plaisir intérieur brut. MIP 2021 en quelques chiffres. Donc j'ai fait un point hier, il y a 1200 inscriptions contre 750 l'an passé. Je n'ai pas encore de visibilité sur les chiffres par rapport au nombre de personnes différentes touchées, mais clairement 85 agents interfonctions publiques engagés donc, dans l'animation du mois de l'innovation publique. On est vraiment dans une diffusion de la culture qui était un de nos premiers objectifs. En 2022, on attaque la phase 2 des brigades, le développement des formations, le développement du partenariat institutionnel, donc toujours avec le CNFPT et l'État. Et l'objectif est d'avoir davantage de projets tournés vers les usagers et les politiques publiques. Alors, les exemples. 3 exemples, donc c'était la consigne, donc l'aventure des procédures en design de service. Donc, pour rappel, au moment de la fusion, il y a un enjeu d'harmonisation en termes de procédures. La collègue qui est en charge a une liste de 80 procédures sur un fichier Excel et elle se demande bien comment elle va y arriver. Et bien, du coup, on a recours donc, au design de service donc, pour travailler de façon donc, plus imagée, en groupe de travail, donc, notamment avec les usagers, donc, pour revoir les procédures. Donc ça, c'est l'illustration des groupes de travail. Et puis les procédures, les procédures, ça donne ça. Ça donne ça avec, donc, je salue, donc elle m'a dit hier, la 55e procédure actée à la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est un des éléments qui donne à voir comment on travaille un peu différemment avec les méthodes labo. Autre exemple, plan de relance tourisme, donc un sprint règlement d'intervention où on avait 5 heures avec l'équipe projet pour refondre en fait le règlement dans le cadre du plan de relance. C'était un défi et au bout des 5 heures, clairement une équipe projet complètement alignée. Aligné aussi sur les ambitions politiques et puis en adéquation avec les besoins des porteurs de projets. Et donc, je vous mets cette image de Luche 4 saisons, puisque grâce à ce plan de relance, l'équipe tourisme est passée de 11 à 16 millions d'euros d'investissement. Et puis, donc, avec des projets de qualité. Et ça a pu se faire, non pas que à cause du labo, mais à cause de tout un travail aussi dans une dynamique partenariale qu'on conduit avec le tourisme depuis longtemps. Et puis, 3e exemple,
Alors, une fille qui a été au bal n'avait pas le droit de porter le cierge. Vous allez peut-être vous demander de quoi je parle. Eh bien, donc ça, oui. Et oui, Thomas, et oui. Donc ça, c'est un verbatim. Mais de quoi tu parles, Céline? De quoi parles-tu, Céline? Eh bien, donc ça fait écho à Village du Futur et un verbatim donc, collecté ce week-end par une agente du labo de la Direction de l'aménagement du territoire, donc Village du Futur. C'est 9 villages lauréats donc, qui sont terrains d'expérimentation accompagnés par la région pour imaginer la ruralité de demain et avec les citoyens d'une part et avec les élus bien évidemment donc pour travailler sur une ruralité vivante et puis donc c'est aussi un terrain d'expérimentation très fort donc pour les agents de la direction d'aménagement du territoire qui est toujours en avance sur ces pratiques et donc que le labo accompagne pour partie et regarde de près. Donc voilà pour les 3 exemples. Je crois que j'ai à peu près fini ce que je voulais dire. À peu près sur ça qui... Tu as développé en fait les impacts par rapport à ces démarches. Ouais, les impacts. Ouais, tu les mets là. Oui, bien sûr. Donc les impacts, bon, je le disais, 55e procédure bouclée hier, m'a-t-elle dit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est passé dans les mœurs. Alors, tout n'a pas été travaillé avec les usagers. C'est aussi une façon en fait de travailler en mode imagé, mais certaines procédures donc, qui questionnaient ont été vraiment clarifiées et certaines donc, ont été travaillées avec l'offre et la demande pour permettre du coup une appropriation par les usagers. J'ai parlé du tourisme donc, et de la luge 4 saisons. Village du futur, donc du futur, on est sur une phase encore test, expérimentation. Il n'y a que 9 villages. On va voir ce que ça donne en termes d'implication des citoyens, de projection vers le futur, et puis comment aussi ça impacte l'ingénierie région, puisque l'équipe de la direction d'aménagement du territoire est très, très embarquée. Elle y passe ses week-ends. Donc, voilà, c'est un signe d'engagement. Puis, je voulais dire aussi en termes de quotidien, parce que c'est vrai qu'un des enjeux majeurs du labo de la région, c'est vraiment d'irriguer dans la culture. Alors, il y a plein de dynamiques. J'ai Gaëlle en fait en face de moi là sur l'image et donc il y a plein de dynamiques au sein de direction qui n'ont plus besoin du labo, mais l'idée justement avec cette acculturation c'est d'aller beaucoup plus loin demain, mais ça se traduit notamment par au quotidien. Donc un manager me disait que les agents quand ils viennent le solliciter, ils viennent avec un problème mais aussi une solution. Et il s'engage au quotidien, donc c'est du petit pas, mais qui permet de faire avancer les choses. Donc voilà pour les impacts, ce que je voulais illustrer. Merci beaucoup Céline. Est-ce que tu peux, voilà, parfait, départager ton écran. On va laisser la parole à Benoît. Benoît qui est dans son labo et il a une caméra, j'ai l'impression d'être avec Thomas Pesquet dans l'espace. Merci Benoît de nous faire partager ton environnement de travail par la vidéo. Voilà, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez très bien? Tout va bien? Tout va bien, Benoît. Et vous voyez bien mon écran? Oui, la Terre t'entend bien, Benoît. Très bien. Eh bien, merci. C'est parti pour la séquence spatiale en direct de Bretagne. On n'est pas si loin que ça, quand même, même si c'est vrai qu'on est toujours un peu à l'ouest. Effectivement, bienvenue au laboratoire. On a la chance de disposer de chouettes locaux et d'être en plus sous le soleil breton. Donc, on vous en envoie un peu, mais ne le dites pas trop. Voilà, on préfère que ça reste un peu secret. Alors, il était une fois deux administrations qui, en Bretagne, avaient l'habitude, malgré voilà, les problématiques qu'il peut y avoir lorsqu'on est une région et lorsqu'on est l'État, de coopérer sur tout un ensemble de projets concrets et qui, un jour, ont découvert que l'État, donc à l'époque le SGMAP, où Jeanne travaillait d'ailleurs, qui depuis est devenu la DITP, lançait un appel à projet pour mettre en place des laboratoires territoriaux, État, mais qui pouvaient être également partagés. Et donc, on décidait de répondre en commun à cet appel à projet pour faire labo commun. Un laboratoire qui, dès le départ, prévoyait d'embarquer un certain nombre de projets qui, pour la plupart, étaient coportés sur des problématiques qui intéressaient à la fois l'État et la région, mais qui n'existaient pas, c'est-à-dire qu'il était entièrement à construire.
Et donc, la première vie du laboratoire a constitué à la fois par l'action concrète sur un certain nombre de projets et par la réunion d'un ensemble d'agents de différentes administrations, de construire ce laboratoire dans le fond et dans sa forme, ce qui a donné aujourd'hui une construction qui a, on va dire, deux spécificités. La première, c'est son mode de gouvernance. Le TILAB n'est pas une structure en tant que telle, est rattaché, on va dire hiérarchiquement à la région Bretagne, mais fonctionnellement tout à la fois au service de l'État via la préfecture de Bretagne et à la région, mais conserve une certaine autonomie qui se voit dans ses aspects de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a une gouvernance stratégique partagée entre l'État et la région qui valide les décisions les plus stratégiques, mais également une gouvernance opérationnelle qui appartient aux acteurs, aux personnes qui font le labo, que ce soit parce qu'elles y participent ou parce qu'elles viennent y porter des projets et qui valident les critères principaux, ce qui donne tout à la fois au laboratoire une identité propre et assez particulière, mais en plus une possibilité, même éventuellement, de refuser des projets qui ne seraient pas des projets qu'on considère, nous, comme étant des projets lab. Deux particularités sur le lab breton. Le premier, c'est que c'est un lab dédié à l'externe qui accompagne des projets en direction des usagers et beaucoup moins des projets internes, par exemple de transformation managériale et voilà, des choses comme ça, et qui, du coup, dans cette dimension-là, a 4 fonctions. La première fonction, c'est d'être une éprouvette dans laquelle des agents peuvent venir avec un problème à explorer pour essayer d'améliorer un service ou une politique publique sur lequel il y a une difficulté ou pour essayer d'imaginer une nouvelle politique publique. Alors, on vient parfois me voir avec une solution, mais souvent, quand on vient me voir avec une solution, on repart avec un problème. L'idée étant de réexplorer et de ne pas partir d'une solution existante. Après tout, si la solution existe déjà, ce n'est certainement pas pour moi le lab qui est le plus à même de soutenir la mise en place d'une solution, mais bien l'organisation qui généralement est plutôt bien staffée pour ça. Donc, la dimension éprouvette permet également à des usagers, à des agents, de venir tester une nouvelle manière de faire, des manières de faire qui ne sont pas encore passées au sein de l'organisation, mais qu'on va pouvoir expérimenter ici, et ensuite de ramener ces manières de faire dans le quotidien, dans son fonctionnement habituel, parce qu'il a bénéficié d'un endroit où il a pu tout à la fois agir et se former. La deuxième fonction du lab, c'est une fonction d'accélérateur sur des projets qui existent déjà et dont parfois il y a besoin d'un dépannage, d'une séquence d'exploration, d'une séquence de créativité. Donc là, on met en œuvre tout un ensemble de démarches de facilitation, bien évidemment, si les projets correspondent à l'identité du lab. La troisième fonction, c'est d'être un centre de ressources. Donc pour ça, on a la chance d'avoir nos locaux, tout un tas d'outils, mais on a également des entrées vers des contacts privilégiés qui sont des artisans, on va dire, de l'innovation publique et qui sont souvent des acteurs qui ne sont pas dans le manuel des marchés publics habituels et vers lesquels on oriente nos partenaires. Et enfin, la quatrième dimension, c'est la dimension de l'animation de communautés d'intérêt, de communautés de pratique qu'on essaye de relier pour que ces personnes-là fonctionnent ensemble au-delà des différents silos administratifs dans lesquels généralement nous enferment les compétences sur lesquelles sont positionnées chaque administration. De manière peut-être plus concrète, juste vous indiquer que le laboratoire a ses propres critères qui lui permettent d'évaluer si un projet peut passer au sein du labo ou pas. Le premier étant bien évidemment sa dimension usager-citoyen. Si un projet n'a pas d'impact réel sur l'usager citoyen et si on n'a pas de liberté, de marge de manœuvre pour agir de manière expérimentale, et je le dis bien parce que c'est important, le ceci n'est qu'un test facilite souvent nos actions, eh bien on ne prend pas les projets au sein du labo. Et puis, vous voyez, après, on a un déroulé un peu classique, mais qui est souvent très itératif, puisqu'on passe souvent d'un test, d'une évaluation vers une nouvelle version des différents objets ou des différents services qu'on essaye de tester. Voilà, pour accélérer peut-être un peu ma présentation, vous parlez de 3 projets spécifiques qu'on mène au sein du laboratoire. Le premier, c'est un projet qu'on mène depuis le départ, qui s'appelle le Lab Accès, et qui est plutôt un projet de réparation. C'est-à-dire, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut améliorer l'accès aux droits et aux services publics dans un contexte de dématérialisation. Dématérialisation qui sont souvent faites sans associer les usagers et qui posent un certain nombre de problèmes dans l'accès aux services publics lorsque ces démarches sont dématérialisées par rapport à des gens qui ou ne maîtrisent pas le numérique ou ne maîtrisent pas l'administration, puisque l'e-administration, c'est un mélange des deux, c'est absolument pas que du numérique, c'est d'abord de l'administration. Et donc ce projet-là est emblématique pour nous parce que c'est un projet de recherche et d'action.
La recherche, par exemple, va nous permettre de produire des rapports pour éclairer des angles morts sur un sujet sur lequel il y a assez peu d'actions de recherche et également proposer des solutions qui sont du domaine de la recherche. Donc, par exemple, on est en train de passer à l'échelle nationale un projet qui s'appelle le portrait territorialisé de la relation administrative et qui vise tout à la fois à évaluer les besoins des habitants d'un territoire en matière d'accès au numérique, mais aussi et surtout à ce que nous, on appelle l'exposition aux exigences numériques. Alors, c'est quoi les exigences numériques? Eh bien, c'est une manière pour nous, Labo, parce qu'on a la vision usagée, de renverser la problématique qu'on donne souvent aux citoyens lorsqu'ils doivent utiliser du numérique pour l'administration. On dit souvent, ils n'ont pas les compétences, il faut les former. Nous, quand on regarde ça du point de vue de l'usager, on dit souvent, c'est les administrations qui sont trop exigeantes envers les usagers. Un exemple très concret, si vous voulez réussir une démarche de carte grise en ligne, vous devez être capable de modifier la taille d'une image ou d'une photo pour qu'elle fasse moins de 1 méga. Si vous ne savez pas le faire, vous n'êtes pas capable de réussir cette démarche. Ça, c'est une exigence numérique qui est normalement, qui est accessible à 20% de la population française. Donc, vous voyez que là, on a bien une exigence qui est renvoyée à des compétences que les gens n'ont pas puisqu'ils ne les ont pas naturellement. Et enfin, la quatrième dimension de ce portrait, c'est bien les lieux ressources, réellement mobilisés sur les territoires, ce qui nécessite des enquêtes territoriales pour savoir vers qui on peut adresser une demande administrative lorsqu'on souhaite se faire accompagner ou tout simplement qu'on fasse à notre place parce que manifestement, on n'a pas les compétences. Donc, ceci est à cheval de la médiation numérique, du travail social, de la médiation administrative et de l'accueil, un projet qui essaye de compléter différentes approches. Sur ce même projet LabAccès, on a aussi des approches en design qui visent à essayer de réinventer la manière dont on met en place des démarches et des dispositifs et des lieux d'accompagnement au numérique sur le territoire. Et pour ça, qui dit design, dit designer. On travaille avec des designers qui nous permettent à la fois d'explorer les besoins avec d'autres méthodes que les chercheurs, de réaliser des prototypes. Vous pouvez en voir un ici, par exemple, et on en a plusieurs, bien évidemment, qu'on a testés, de les évaluer et de sortir de ça tout un ensemble de préconisations. Par exemple, une grille de 100 points à vérifier pour un accueil physique attentionné qui permet de s'auto-diagnostiquer et d'essayer de mieux répondre à ces besoins et à ces propositions de médiation sur les territoires. Un autre projet, on agit pas mal évidemment sur le champ de la formation professionnelle puisque l'État et la région sont beaucoup impliqués sur ce sujet-là. Et donc, par exemple, on mène à Brest actuellement une expérimentation visant à remplacer une quinzaine de formulaires ou de gestes administratifs existants de la part de beaucoup d'acteurs, puisque la formation professionnelle a ceci de spécifique qu'il y a beaucoup d'acteurs qui agissent et que chacun a son propre processus de collecte des données, ses propres formulaires. Nous, on essaye de les remplacer par un formulaire unique, basé non pas sur les dispositifs des administrations, mais bien sur les étapes du parcours de formation, vu du point de vue des usagers. Donc, un double, on va dire, renversement de perspective. Ça devrait nous permettre de définir un prototype de formulaire unique qui fonctionne et de donner aux décideurs, dont c'est la fonction, tout un ensemble d'éléments qui pourraient permettre de passer à l'échelle ce type de projet en réduisant de manière importante les données qu'on demande et qui parfois ne servent à rien et en essayant de beaucoup mieux les partager pour ne presque pas avoir à demander d'informations auprès de nos utilisateurs. Enfin, une dernière chose qui est plutôt du coup quelque chose qui relève des communautés, une vingtaine d'agents publics de plusieurs collectivités ou d'administrations d'État ont souhaité ensemble produire un recueil de démarches de facilitation ou de démarches d'innovation publique pour documenter et partager ce qu'ils font réellement, donc des actions qu'ils ont réellement mises en place, de manière à mieux échanger et à disséminer un peu ce qu'on essaye de faire au laboratoire dans un recueil qui s'appelle Utilo et qu'on diffusera bientôt sous une licence ouverte pour permettre son appropriation par qui voudra rejoindre la démarche Utilo. Voilà, donc en termes d'impact, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on essaye de passer au sein d'Utilab d'une dimension éprouvette à une dimension usage du quotidien, par exemple en s'appuyant sur toutes les ressources qui existent en interne, par exemple à la région Bretagne, puisque le TILAB est rattaché à la délégation à la transformation, par exemple avec la mise en place depuis 2 ans d'un poste de designer à la région Bretagne, qui est une fonction aussi importante en interne à avoir aujourd'hui au sein de nos administrations, et dont on pense que le TILAB, à un moment, a porté des projets qui ont servi de plaidoyer pour accueillir ce type de fonction au sein des administrations.
Le TILAB a permis également la mise en place de labs ailleurs en Bretagne, que ce soit à Pôle emploi, que ce soit à la DREAL, que ce soit dans d'autres collectivités territoriales, en s'inspirant du modèle ou en faisant un différent. On a également permis une dissémination en interne aux différents services des démarches centrées utilisateurs citoyens par le fait que les agents rapportaient et que les lignes managériales évoluaient dans les directions qu'on pouvait prendre en étant toujours au sein du laboratoire, une sorte de zone de radicalité pour des choses qui ne sont pas encore acceptées au sein de l'organisation, mais qui ont vocation à intégrer les démarches qui sont mises en place au quotidien dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc vraiment une dimension de prospective. Et puis, dans cette animation de communautés en archipel qui essaye de transcender les différents silos et qui, aujourd'hui, pour certaines, rassemble jusqu'à 200 agents publics et même des acteurs privés de l'économie sociale et solidaire. On pense également avoir un impact sur la dimension du laboratoire citoyen dédié à l'externe. Par exemple, on en veut pour preuve le fait que le laboratoire maintenant obtient des moyens supplémentaires, des postes RH, des financements pour poursuivre encore plus de projets, puisqu'on en a 4 fois plus, par exemple, qu'il y a 2 ans, et puis qu'on commence à voir des éléments de nos plaidoyers qui sont repris à l'échelle nationale, et y compris récemment par la ministre de la fonction publique et de la transformation, qui réutilise notre discours sur les laboratoires territoriaux, premier kilomètre de l'innovation publique, et en essayant de valoriser cela auprès notamment des administrations d'État. Et puis enfin, toute la partie documentation qui commence vraiment à bien fonctionner, avec cette dimension de produire des communs et parfois certaines choses qu'on fait au labo qui ne sont pas reprises en région Bretagne, on les découvre reprises dans les Alpes, dans les Pyrénées ou dans les Hauts-de-France. Et ça nous plaît beaucoup de, entre guillemets, diffuser, même si ce n'est pas effectivement les administrations de qui on relève qui peuvent profiter de nos différentes expériences. Voilà, peut-être juste un dernier mot de mon côté, puisque là, on a beaucoup parlé de positif, mais sur les risques qui peuvent menacer pour moi un laboratoire ou une innovation publique. Le premier, vous voyez, j'ai mis le petit joueur de flûte de Mannheim, c'est de ne pas savoir où on va et du coup de risquer d'attirer les gens qui sont effectivement sensibilisés ou qu'on a réussi à sensibiliser dans des directions qui ne seraient pas forcément souhaitables. D'où l'intérêt pour nous aujourd'hui au laboratoire de travailler sur notre théorie du changement et sur l'impact qu'on doit avoir dans un monde en transition. Le deuxième risque, c'est le risque de gadget qu'on connaît tous, c'est-à-dire d'être identifié comme un espèce de petit label qu'on va pouvoir mettre un peu partout et finalement qui peut avoir assez peu d'impact ou alors pour produire des toutes petites choses qui finalement peuvent se révéler être assez déceptifs. Et enfin, le troisième risque pour moi, c'est le monde des bisounours, c'est-à-dire la parenthèse enchantée. On vient au laboratoire, c'est super, c'est génial. Et puis, quand on retrouve son quotidien et ses services, on se retrouve réembrigadé dans tout un ensemble de carcans qui ne nous permettent plus de nous exprimer et une ligne de management de projet qui n'évolue pas. Et ça, c'est un vrai risque auquel il faut prêter attention. Voilà, quelques chiffres juste pour terminer, mais que je ne commenterai pas pour que vous les ayez à l'image. Voilà, pour peut-être le dernier temps, en espérant pas avoir été trop long. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Benoît. Alors, ce qu'on va vous proposer, après, on vous laisse la diapo pour que vous imprégniez des chiffres du TILAB. Je vais vous proposer aux 3 intervenants des questions. Voilà. Essayez d'y répondre rapidement pour qu'après, on ait le temps des questions des participants, parce que c'est tout aussi important. Donc, la première question que je pourrais vous poser à tous les 3, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne feriez plus jamais suite à votre expérience en labo? Céline, Jeanne ou Benoît? Alors moi, pour répondre très vite, et je pense qu'il y en a un certain nombre qui partageront, moi, je n'ai plus du tout envie d'animer des ateliers de co-conception ou de travail collaboratif, collectif en visio, parce qu'on a été forcé de le faire pendant 1 an et demi, et c'était très sympa, et c'était déjà pas mal de pouvoir le faire, mais honnêtement, aujourd'hui, on n'a plus du tout envie de faire ça. Merci Jeanne. Céline, Benoît? Quelque chose que vous ne feriez plus jamais? De mon côté, si je devais choisir une chose, ce serait d'accepter un projet mal sponsorisé. Alors, c'est arrivé une fois, on pensait qu'il était bien sponsorisé, mais le sponsor a changé, qui nous a amené du coup à devoir
pas abandonné, mais passé ce projet en rase campagne à un service chargé de l'appliquer, alors qu'on n'avait pas fait la moitié du chemin, parce que là où au départ on devait avoir 18 mois, on n'en avait plus que 6. Et nous, on ne peut pas travailler comme ça. Je tiens d'ailleurs à dire à ce propos que mettre un projet dans un lab pour que ce soit plus rapide, ce n'est certainement pas ce qu'il faut faire. Si on veut réellement réexplorer des problématiques pour poser le biodiagnostic et donc proposer les bonnes solutions, il vaut mieux dans ces cas-là s'appuyer sur un incubateur que sur un laboratoire. Ouais. Okay. Céline? L'absence de capitalisation. Enfin, l'absence, ouais. La capitalisation insuffisante qui, pour moi, est indispensable pour diffuser et faire en sorte que chacun puisse s'approprier et diffuse à son niveau. Du coup, ce n'est pas quelque chose que tu ne feras plus jamais, puisque tu ne l'as jamais fait, c'est que tu veux dire. Tu penseras à chaque fois à la capitalisation, c'est ce que tu veux dire. OK. Autre question, est-ce que vous avez un conseil à donner, alors conseil c'est un grand mot peut-être, mais à donner aux participants, en tout cas ceux qui souhaiteraient participer à un laboratoire ou même créer un laboratoire? Moi, je peux commencer. Donc, c'est quelque chose que je redis là souvent ce mois-ci, c'est venir en collectif, c'est structurer un collectif, en tout cas ne pas être seul dans son équipe, dans son administration, puisque sinon l'usure est là tout de suite, et bien très bientôt. Donc déjà, structurer, embarquer un collectif. Jeanne, Benoît? Moi, je reprends un peu les propos de Benoît là, sur les risques qu'il identifie pour un laboratoire et quelques démarches d'innovation que ce soit. En fait, il faut être bien prudent sur le fait que l'innovation, en fait, c'est avant tout des méthodes de travail et ça doit être utilisé pour servir un projet, quelque chose de vrai. En fait, il faut utiliser l'innovation pour faire du fond et pas juste pour de la forme. Sinon, on tombe trop vite dans le gadget ou dans le monde des bisounours, exactement comme ce que vient de dire Benoît. Et je trouve qu'il y a un certain nombre de projets ou d'initiatives d'innovation qui tombent un peu dans ce piège-là et c'est un peu dommage. Voilà. Donc, attention. Benoît? Peut-être d'autres, deux pistes de mon côté. Le premier, alors évidemment la première en rejoignant tout ce qui vient d'être dit, de vraiment à plusieurs, à deux, trois, ne pas hésiter à butiner, à braconner, à bricoler, à faire preuve d'un esprit d'artisanat, plutôt que de penser le gros dispositif. Penser petit, agir, itérer, et s'inspirer de ce qui se passe à côté. Le tout, bien évidemment, avec bienveillance, et dans ma bouche, ce n'est pas seulement un buzzword. Je pense que l'inverse de la bienveillance, c'est la malveillance. Essayer pour voir, on a tendance à le faire parfois sans le vouloir auprès de nos usagers, à mettre en place des services qui finalement les desservent. Donc, réinvestir également ce vocabulaire et puis peut-être si ça devait être à refaire, par exemple pour ce qui est de construire le lab, je travaillerais dès le départ notre propre théorie du changement, c'est-à-dire vraiment au-delà des valeurs, les objectifs, y compris politiques avec un grand P, qu'on aurait envie de mettre au sein du laboratoire, de manière à tout à la fois ne pas parfois avoir des pratiques qui excluent un certain nombre, par exemple, d'usagers. Il m'est arrivé la première année d'organiser des ateliers qui faisaient appel à l'écrit avec des personnes qui étaient allophones. Vous avez un grand moment de solitude, donc vous voyez, faire correspondre les actions aux valeurs, mais également penser très rapidement à l'impact qu'on souhaite avoir et qui ne soit pas seulement un impact opérationnel pour améliorer quelques mots, mais bien un impact qui à un moment doit relever aussi de la décision politique, sinon l'innovation publique risque d'être déceptive. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Une dernière question, après on mettra les participants en trinôme pour qu'ils puissent réfléchir aux questions qu'ils souhaitent vous poser par la suite. La dernière question, c'est une question ESSI, une sorte de question défi. Quelle serait la chose que vous aimeriez tester, une idée vraiment dingue que vous aimeriez tester au sein de vos labos respectifs? Soyez dingue. Vas-y, Benoît. Embarquer pendant une semaine toute la DGS de la région et le SGAR
dans une semaine au laboratoire, incluant des temps réflexifs sur leur action, une formation sur le doute et des temps sur le terrain à la rencontre des usagers et des agents pour qu'ils s'immergent à l'intérieur de nos projets réellement, le tout en mode commando. Wow. Génial. Jeanne, Céline? Vas-y Céline, je t'en prie. Ouais. Alors bon, moi je veux bien l'action de Benoît, donc je la prends dans mon panier et je partirai aussi en mode commando, aussi avec nos décideurs et des élus sur les territoires, peut-être voilà, Village du Futur ou d'autres pour travailler ensemble. Voilà les futurs concepts de politique régionale. Donc en mode commando, mais sur le territoire, avec les citoyens. Merci Céline. Jeanne? Et moi, j'adorerais innover dans les lycées pour inventer les lycées de demain et repenser les espaces de lycée, enfin le bâtiment, les bâtiments, etc. Et le tout aux côtés du pôle qui fait déjà plein de choses et soutenu par les élus. Voilà. Et c'est chouette aussi. Merci pour votre récit et puis ces petites interviews. Je vais mettre en fait les participants en trinôme. L'objectif là pendant 10-15 minutes, c'est de partager un peu entre vous et de définir les questions que vous souhaiteriez poser à Céline, Jeanne ou Benoît. Alors, je ne sais pas si Céline, Jeanne ou Benoît, je vais vous mettre en trinôme, ou alors parce que je le fais de manière automatique, donc on va voir si je vous rapatrie, ou soit vous n'acceptez pas l'invitation, ce sera peut-être plus simple. Et puis, voilà, juste écouter, on avait prévu un petit support Google Slide, mais je pense que c'était un peu superflu. Vous pouvez en discuter entre vous et définir la question que vous souhaiteriez poser. Ça permet un peu de filtrer les choses. Est-ce que ça vous va? Oui, puisque personne ne dit rien, c'est que ça vous va. Thomas, excuse-moi, j'ai une question. Donc, une seule question à définir. Allez, deux. Céline me dit deux. Non, okay. non. Allez, deux. Non. Elle est généreuse. Non, allez, oh là, généreuse. Non, parce que Thomas. Il n'y a pas de limite, mais moi, je suis très. Ouais, non, Thomas est vigilant au temps. Juste. Et le prochain pas, Thomas, peut-être? Et le prochain pas? Oui. Des participants? Oui. Dans une démarche labo, tu veux dire? Peu importe, dans une démarche d'innovation et de coopération. Ok, ça marche. J'ai du vent, c'est pas celui de la Bretagne, je ne pense pas. Alors, je vais vous mettre en trinôme. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous le dire. Une question à poser et le prochain pas. Deux questions à poser, allez, deux questions à poser. Deux questions à poser et le prochain pas. Et quel est votre prochain pas? Ça, le prochain pas, vous pouvez le partager entre vous, déjà. Et puis, on y reviendra potentiellement sur quelques questions et quelques prochains pas sur les minutes qui nous restera par la suite. Hop. Alors, je vais vous mettre par 2 ou 3, ça dépendra. Voilà. Vous pouvez cliquer sur l'invitation pour vous retrouver. Et Céline, Benoît et Jeanne, vous n'êtes pas obligés de le faire. Si vous voulez participer, vous pouvez, mais les questions vous seront posées de toute façon par la suite. Du coup, on reste dans cet espace-là tous les 4 si on refuse? Oui. Moi, j'ai une question pour Benoît s'il est toujours là. Profitez-en. Mais je ne sais pas s'il n'est pas déjà parti. Oui, c'est possible. Tant pis, je lui demanderai après. C'est de le rapatrier. J'ai une personne. Alors, Déborah, je vais. Je ne trouve pas Benoît. Tu as perdu Benoît? Ah, si, il est là. Hop, je le rapatrie. Je l'accepte, par contre. Non, peut-être qu'il veut rester avec ses nouveaux amis dans le salon. Oui, Thomas, du coup, au regard du temps, tu as fusionné les deux séquences ou pas?
C'était une question que je me posais. Non, là, j'ai un peu raccourci la partie questions-réponses, interview, on va dire, plutôt. Okay. Là, je vais raccourcir peut-être de 5 minutes le temps d'échange entre nous, pour qu'il y ait quand même plus de questions pour Jeanne, Benoît et toi. Je pense que c'est un peu plus intéressant comme ça, en tout cas pour les participants. Ouais. Mais ça me semble important aussi pour eux qui partagent leurs prochains pas. Mais on va le faire, là, c'est prêt. Mais non, mais parce que du coup, on suit le temps suivant, c'est ça, hein, Tom? Non, le dernier temps de 10 minutes, là? Oui. Non, on va le faire en 5 minutes. Bon, c'est bien que les gens puissent... on va déborder de 5 minutes peut-être, mais... Du coup, est-ce que tu vas nous donner des nudges? Ah pardon, je crois que j'avais raté un épisode. Non, c'était possible. Tu pouvais rester, tu pouvais partir. Donc, Thomas t'a rapatrié pour que tu sois avec nous. Et Jeanne avait une question à te poser. Ah oui, je voulais te demander, Benoît, sous quelle forme ça prenait ton doc de théorie du changement? C'était quelque chose de formalisé, du coup? C'est quelque chose que vous avez écrit? Notre charte qu'on augmente tous les ans, voilà, et sur lequel commence à apparaître un certain nombre de valeurs qui arrivent sur un champ plus politique, le domaine des transitions, de ce qu'on appelle le responsable. Alors après, il faut le qualifier, parce que l'équilibre qu'on souhaite mettre, nous, entre les problématiques sociales et environnementales pour ne pas se refaire des effets gilets jaunes. C'est aussi un risque pour ce qu'on appelle le numérique responsable aujourd'hui. Qu'est-ce que tu appelles l'effet gilet jaune, Benoît? Excuse-moi. C'est de penser une politique environnementale sans penser à son pendant social et de se dire on va mettre en place une taxe carbone sans penser qu'il y a des gens qui vont la payer hyper facilement et puis d'autres pour qui ça va être un vrai frein. Voilà, c'est ce que j'appelle un effet gilet jaune. En fait, par exemple, moi, j'aimerais bien, sur les problématiques environnementales, avoir quelques éléments qui soient tirés de la théorie du donut. Je ne sais pas si vous êtes familier de ça, mais qui est vraiment une théorie économique qui fait le lien entre la pression environnementale et la pression sociale. Parce que voilà, on s'est bien rendu compte que si on n'articulait pas les deux, le donut, il ne tenait plus, quoi. Ok, mais donc du coup, c'est quelque chose quand même que tu formalises donc, dans un doc et que tu travailles au fil de l'eau, quoi. C'est quelque chose qu'on va travailler spécifiquement là en 2022 dans le cadre d'un projet en lien avec la 27e région qui s'appelle Futur Lab. Ah oui, ok. Voilà. Ok, d'accord. On contactera sûrement à cet effet quand on aura un peu avancé sur la forme. Nadège m'a dit. Voilà, mais vous pouvez lire à ce propos les 3 derniers articles de Stéphane sur le blog de la 27e et le travail notamment de l'ITSECOL au Lab de Vancouver qui s'interroge vraiment sur ces questions avec des outils pratiques qui sont intéressants mais qu'il faut réadapter au contexte français. Ok, cool, merci. J'ai une spécialiste du sujet derrière moi. Et on la voit hocher de la tête. Bonjour. Ok, d'autres questions? Coucou Patricia, tu es revenue vers nous du coup? Elle était avec Lisiane, mais Lisiane n'est pas lancée en groupe, c'est ça? Elle est partie, Patricia? Patricia, d'habitude, veut bien répondre, mais ok. Est-ce que Jeanne, Benoît, il y a d'autres questions qu'on peut se poser ensemble? Moi, j'avais une autre question pour toi, Benoît. C'est intéressant votre truc de formulaire là, que vous faites. Pareil, si à l'occasion, on peut s'en reparler, parce que nous, ça fait à peu près une petite année là qu'on mène un projet de formulaire unique pour toutes les demandes d'aide de la région. Donc, nous, il y en a 265 chez nous. Et on est quand même arrivé, nous, à un modèle unique donc qu'on est en train de tester là aujourd'hui sur quelques dispositifs. Et puis, petit à petit, on augmente le nombre de dispositifs qui sont dedans. Et du coup, on ne dématérialise pas si on ne passe pas par ce formulaire. Nous, dans la théorie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a pensé le déploiement. Mais du coup, si à l'occasion, on peut échanger sur les démarches et sur nos trouvailles, ça peut être intéressant, je trouve. Ouais, carrément, avec plaisir. Enfin, après, nous, ce dont on se rend compte aujourd'hui, si tu veux, à mi-étape, c'est-à-dire à la fin des 2 premières phases d'expé, c'est que la problématique, elle n'est pas technique, parce que ce n'est pas si compliqué que ça de partager les données et tout ça, voilà, y compris, mais elle est beaucoup plus stratégique et politique, c'est-à-dire quels acteurs ont envie de partager quelles données, sachant que parfois, les données des utilisateurs sont considérées par certains comme un trésor de guerre, et d'autres, en plus, ont mis en place tout un ensemble de politiques, notamment autour de la démat, qui font que
hors des maths, point de salut, là où, comme tu peux le voir, nous, volontairement, notre prototype, il est papier. Pourquoi? Parce qu'on préfère passer nos prototypes au révélateur matériel avant de penser la solution technique. Ok. Le risque étant, voilà, tu vois, quand on passe la solution technique sans avoir revu le processus, eh ben, on fait une solution technique sur un mauvais diagnostic, quoi. Ouais, nous, on a un Word, mais c'est un peu le même principe, j'imagine. Et nous, pour nous, les freins là qu'on rencontre et qu'on se prend de plein fouet, c'est plutôt effectivement c'est pas tant le partage de données, ça va encore, parce que je pense que c'est encore un peu loin, donc ils n'ont pas trop encore conscience, mais c'est plutôt, en fait, eux, ils veulent pas simplifier, en fait. Eux, ils ont besoin de toutes les informations qu'ils demandent aujourd'hui et hors de question de renoncer à des informations, même si ça n'a pas d'intérêt pour l'instruction d'une demande. Donc voilà. Ouais, alors après, c'est vraiment l'accompagnement au changement là, sur lequel on va devoir mettre un peu de l'accompagnement au changement. Et moi, tu vois, sur ce projet-là, je pense qu'à un moment, je vais faire bosser des juristes parce que très clairement, on a aujourd'hui un règlement, le RGPD, qui nous oblige à diminuer toutes les données qu'on collecte. Et c'est quand même le premier objectif du RGPD, c'est ça. Et donc, à un moment, il va falloir aussi qu'on s'y mette en interne. Quand on parle de numérique responsable, il y a aussi ça derrière. C'est l'éthique. Ah oui. Ça, alors nous, on a bossé directement avec un juriste et la DPO, effectivement. Pour que dans le modèle, directement, ça soit intégré tout de suite. Donc nous, on répond ouais. Très partant du partage d'expérience. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on n'a pas tout à fait pris le truc dans le même sens, mais ça peut être assez intéressant. Bon, on se le note alors pour une prochaine fois. Cool. Benoît et Jeanne, excusez-moi de vous interrompre, et Céline, je vais rapatrier les gens. Donc, il reste encore 1 minute. Et puis après, vous allez pouvoir répondre à leurs questions si ça vous va. C'est bon pour vous? Ça marche. Merci beaucoup, Thomas. Ça marche? Ah, mais de rien. Puis, par rapport au nudge, Jeanne, du coup, tu as des exemples? Tu disais l'évaluation est en cours. Des exemples de quoi? D'actions menées, du coup. Sur les nudges? Ouais. Ouais, c'est ce que je présentais tout à l'heure, mais en gros, on a mis des petits stickers avec des livres, des messages un peu qui font appel à des leviers comportementaux, quoi. Donc, sur les imprimantes de la région. Donc, on va avoir, comme on peut avoir les données d'impression par agent et par imprimante, on peut assez facilement suivre l'évolution avant, après stickers. Enfin, c'est ce genre de choses-là qu'on a mis en place. C'est des trucs simples, mais c'est le concept même. Alors, tout le monde va revenir dans 5 secondes. Attention. Je compte à rebours. Hop. Normalement, tout le monde est là. J'espère que ça s'est bien passé. Vous savez, alors, j'essaie de faire l'équilibre entre le temps qui me reste et puis le temps de vous permettre d'échanger. J'espère que ça a été quand même. Il y a eu des gens qui ont été déconnectés, qui ne sont pas reconnectés. J'espère que personne ne s'est trouvé tout seul dans sa salle à pleurer. Voilà. J'ai regardé, mais a priori non, mais c'est peut-être. Voilà. J'ai vu des choses un peu bizarres en termes de technique, mais j'espère que ça. Alors. Vous avez pu échanger et peut-être définir 1 ou 2 questions que vous souhaiteriez poser à nos intervenants. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Alors, je précise, vu le temps qu'on a, hein, à peu près, on va sûrement déborder de 5 minutes, on va se laisser 15 minutes pour ça. Les questions, posez-les clairement, bien sûr, le plus synthétiquement possible. Pardon. Et puis, Jeanne, Céline et Benoît, si vous pouvez répondre aussi de manière plus synthétique possible, mais bien sûr compréhensible. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave. On commence. Qui souhaite poser une question? Vous pouvez faire des signes comme ça, parce que je ne vois pas tout le monde. Ah, Sophie, vas-y, Sophie. À toi la parole. Donc, j'étais dans la salle 8 avec Emmanuel. Et nous avons une question pour les territoires TILAB et de Nouvelle-Aquitaine, à savoir comment est-ce qu'ils associent les collectivités territoriales, mais aussi au-delà des collectivités, l'ensemble des acteurs publics et privés de leur territoire dans leur démarche. Est-ce qu'ils interviennent uniquement à l'échelle de leur région, ou est-ce que ça déborde? Est-ce qu'ils associent d'autres acteurs?
Benoît, vas-y, je t'en prie. Alors, pour nous, c'est une question essentielle et c'est souvent là, quand je vous présentais très rapidement tout à l'heure le processus d'un projet OutiLab, où on a une phase sur laquelle on va prendre souvent du temps, qui est pour nous la phase de la mise en place de la coopération. Pourquoi? Un, parce que moi, j'agis pour des administrations qui sont éloignées du territoire. Et je vais même le dire comme ça, qui n'ont pas vraiment d'usagers en direct. Les usagers, on les a par l'intermédiaire d'eux. Enfin, voilà. Nos lycéens, c'est par l'intermédiaire de l'éducation nationale. Nos usagers des transports, c'est par l'intermédiaire de la SNCF ou des opérateurs de transport. Il y a peut-être les usagers des voies navigables, peut-être qu'on peut avoir en direct. Mais enfin, voilà. Donc, et puis, on est sur des sujets sur lesquels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on avance par petites expérimentations, de petits formats. Et pour ça, on a besoin des territoires. Donc, toutes nos actions expérimentales sont posées sur un territoire précis. Donc, par exemple, le formulaire unique dont je vous parlais tout à l'heure, on le teste sur un secteur d'une agence Pôle emploi du côté de Brest. Notre démarche de mise en place du design d'une MSAP ou d'un point d'accès multimédia, ça va être dans la communauté de communes de Saint-Mamin-Montauban ou dans le centre-Bretagne. Enfin voilà, à chaque fois, on a effectivement des partenaires territoriaux. Et donc, avec ces partenaires territoriaux locaux ou ceux qui représentent les autres collectivités, comme les départements, qui inévitablement doivent être associés à nos actions, notamment autour de l'accès au droit, eh bien, on organise en amont de chaque projet des ateliers que nous, on appelle des ateliers de partage d'objectifs et de réciprocité, de manière à mettre en place la coopération la plus sincère possible. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on arrive facilement à le faire parce que ceci n'est qu'un test et on le fait à une échelle territoriale et à une petite échelle en matière d'usagers. J'ai pas mieux à dire que Benoît. Je partage complètement ce que tu viens de dire. Peut-être d'un point de vue interne, nous, on prend toujours aussi, on prête toujours aussi attention à faire contribuer tous les acteurs internes concernés, même si même si c'était pas forcément eux qui étaient venus vers nous au départ. Ok, merci. Alors, je vais donner la parole à ceux qui lèvent la main sur Zoom. Donc, si vous ne savez pas comment lever la main sur Zoom, vous avez les réactions voilà, en bas et vous appuyez sur lever la main. Et voilà. Et après, ça s'enquille. Là-haut, je vois les gens qui veulent poser des questions dans l'ordre. Donc, je vais passer la parole à Marie-Christine. Et vous n'oubliez pas d'enlever votre main après pour passer à la prochaine question. Marie-Christine, je t'en prie. Oui, merci. Donc moi, la question, c'était de savoir combien vous êtes dans votre équipe, enfin on va dire au moins l'équipe restreinte, le noyau dur, et quelles compétences indispensables il faut pour pouvoir se lancer dans cette activité riche. Du coup, je peux peut-être répondre. Nous, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que nous, il n'y a pas d'équipe innovation. En fait, tout le monde fait de l'innovation et ça fait partie de l'ADN de l'ensemble de l'équipe. Donc, on bosse tous sur des projets de démat, de simplification, d'accompagnement au changement en faisant de l'innovation. Il y a une seule chargée de mission innovation au sein de notre équipe et au sein de la région. Émilie, je t'en prie. Enfin, Benoît, tu voulais peut-être. La question était posée à Benoît et Céline également, pardon. Au sein du TILAB, on est trois, plus des renforts de stagiaires, mais qui sont souvent des renforts géniaux. Voilà. Par contre, on travaille systématiquement avec des agents de la région et de l'État qu'on essaye, qui généralement viennent, eux, porter le projet. Nous, on les accompagne ou on est coporteurs. Mais il nous arrive parfois de nous autosaisir. Pourquoi? Parce que certains sujets ne sont pas faciles à trouver. Il n'est pas facile de trouver des porteurs pour certains sujets qui nous paraissent éminemment importants à traiter dans l'intérêt des usagers et des citoyens bretons. Voilà. Et puis, en termes de compétences, on fera peut-être un tour tout à l'heure. Et Céline? Ouais, au sein régional de Bourgogne-Franche-Comté, donc, alors, il y a la délégation à modernisation, il y a 8 personnes, 8 agents, je crois.
Faut que je recompte à chaque fois, mais peu importe. 8 agents et moi, je suis chef de projet labo en binôme avec Thomas. Et puis, donc, il y a 27 facilitateurs et facilitatrices identifiés, mais pour une petite partie de leur temps de travail ponctuellement. Merci, Céline. Émilie, je te laisse la parole pour poser la question. Alors, avec Aurélie, donc on avait 2 questions, mais bon, je vais d'abord juste en poser une. C'était, est-ce que selon votre expérience, il y a des sujets, des dispositifs ou enfin plus largement des politiques publiques qui ne peuvent pas être mises à l'épreuve de l'innovation publique? Par exemple, si je confronte les sujets de transport, mobilité, où il y a ce lien à l'usager qui nous paraissait un peu plus ouvert à l'innovation publique par rapport au sujet des fonds européens, par exemple. Est-ce qu'il y a des impossibilités, des limitants, selon vous? N'hésitez pas à répondre directement si vous avez moi, je trouve que quel que soit le sujet, du moment où il est cadré et qu'il y a vraiment un vrai problème, peut être traité d'une manière ou d'une autre. En fait, ce qui est important, c'est pas tant le sujet que la pertinence du projet, enfin la pertinence du problème, pardon. Voilà. S'il y a un problème, il y a forcément une solution, et la solution, on peut la trouver à travers des méthodes d'innovation, de design. Faut-il encore que le bon problème soit posé? C'est un peu ce que disait Benoît aussi tout à l'heure dans son introduction. Là, du coup, tu veux compléter? Pour moi, les limites, elles vont se poser sur les actions, en tout cas, je vais parler pour le TILAB, mais en termes de marge de manœuvre. Donc, je rejoins assez bien cette question des fonds européens. Il y a plein de choses sur lesquelles, de toute façon, vu comment ça descend et la réglementation qui est associée, vont être difficiles à bouger. Par contre, j'identifie toujours sur ces questions de fonds européens, par exemple, le fait que on a quand même un système très ceinture, bretelle et compagnie là-dessus, et que généralement, quand la Commission dit 1, l'État dit 2, et quand ça arrive sur les fonds déconcentrés auprès des régions, c'est 3. Et peut-être là, il y a des marges de manœuvre sur lesquelles on peut agir. Peut-être on peut aussi agir sur la forme ou sur le partage des données. Par contre, effectivement, tant qu'on ne définira pas des formes de fonds et de stratégies de financement européen avec les bénéficiaires directement sur le territoire, et je parle bien des usagers à qui sont destinés ces fonds, on aura souvent une problématique dans la raquette qui font partie certainement de la critique technocratique habituelle de l'Europe. Céline? Et moi, je vais, puisque donc identifier le problème, bien sûr, avoir des marges de manœuvre, et puis je dirais l'envie de bouger des parties prenantes et des décideurs. Voilà, ça c'est aussi une condition déterminante pour pouvoir du coup exploiter les marges de manœuvre. Donc pour moi, c'est indispensable. Merci à vous trois. Je peux rajouter juste un petit mot rapide, Thomas. Enfin, moi, par exemple, on m'a demandé une fois de bosser sur les métiers des services à la personne pour essayer de faire en sorte que les emplois il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus, soient pourvus. On peut faire des petits trucs, hein, mais on agira toujours à la marge. Tant que les gens qui travaillent dans ces services-là seront payés au lance-pierre avec, entre guillemets, en utilisant leur véhicule personnel avec des pauses énormes et tout ça, c'est pas... Nous, on peut dire ça aux politiques avec autre chose que les études et les rapports, avec des tests objectivés, mais c'est des décisions sur lesquelles, si on n'est pas mieux écouté, on n'arrivera pas à améliorer les choses parce qu'elles ne relèvent pas de dispositifs opérationnels. Okay. Marianne. Alors, avec Myriam, on avait une question, on se posait toutes les deux la Marianne même et question. Myriam, c'est bien ça, c'est ça. Bon binôme. Oui, hein, on était toutes les deux dans la même salle et on avait une interrogation commune quasiment dès le départ. C'était quelle est la place des élus dans la démarche d'innovation des labos? Et quand on parle de leur place, c'est au niveau de leur implication, de leur intérêt, de leur portage. Donc dans cette démarche d'innovation et dans l'existence des labos. Céline, Jeanne, Benoît. Benoît, vas-y, n'hésitez pas. Pour nous, la première place des élus, c'est vraiment la fonction sponsor, c'est-à-dire que voilà, même si au départ, c'était avant tout un projet de l'administration, le fait d'avoir des élus qui, au vu de nos résultats et
ne nous empêchent pas de faire, voire même soutiennent certains de nos projets, nous garantit, entre guillemets, qu'on bénéficie d'une confiance a priori et qu'on a des marges de manœuvre. Après, c'est encore compliqué pour les élus, pas pour nous, hein, pour les élus, de venir se mettre à la taille de l'usager dans les différents projets. On l'a fait qu'une fois, c'est-à-dire embarquer un élu comme n'importe quel agent ou comme n'importe quel, voilà, sur une phase d'exploration, parce que, un, il manque de temps, certainement, mais deux, c'est quand même un décentrage de positionnement qui est certainement plus exigeant pour un élu ou pour un top manager que pour un agent. Céline, Jeanne, vous voulez compléter? Nous, on est... Ah, ok. Nous, on est très, très soutenus par le directeur général des services. Donc, c'est un élu, certes, mais c'est quand même un gros sponsor et ça nous a permis vraiment de mener plein de projets d'innovation de façon très concrète. Et investi concrètement, on a beaucoup participé au prix de l'innovation en 2019 et 2020. Voilà, donc il s'implique beaucoup dans les projets, il suit ça d'assez près. Et donc depuis cet été, on a aussi 2 élus sur ces sujets-là qui s'investissent particulièrement aussi. Donc c'est le début de la collaboration avec eux, mais en tout cas, ils sont très, très investis et très intéressés par tout ce qu'on fait. Donc j'imagine que ça va aussi être très utile en termes de sponsor de certains projets. Ce n'est pas infaisable. Céline? Et nous, on n'a pas d'élu de référence. Par contre, on est rattaché depuis 2019 au directeur général des services. Et clairement, aujourd'hui, le labo, c'est un outil, on va dire, essentiellement managérial. Et pour nous, la prochaine pierre en 2022, c'est clairement de travailler davantage avec les usagers. Et je fais l'hypothèse que le développement d'actions coopératives avec le SGAR et les services de l'État va nous y aider pour, on va dire, aller vers une nouvelle étape, puisque les élus, ils ne sont pas liés au labo. Par contre, on travaille avec eux sur certaines missions. Mais donc voilà, on en est là et j'espère demain, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, la slide de 2022, c'est vers les usagers davantage. Donc, c'est pour ça que j'écoute attentivement ce que Jeanne et Benoît disent. Ok, merci Céline. On va prendre la question d'Anne-Cécile et puis d'Anne-Laure après, puis après on s'arrêtera là pour les questions. Si vous avez quand même des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et si Benoît, Céline et Jeanne les voient et veulent y répondre, qu'ils n'hésitent pas. Hein, s'il y a d'autres questions au-delà de celles de Anne-Cécile et d'Anne-Laure. Hein, la triptyque des Anne tirait quelque chose. Moi, j'ai une question qu'on s'est posée avec Christelle, de la communauté urbaine du Creusot-Monceau, et qui fait suite à ce que vous venez de nous répondre sur la place des élus dans les démarches d'innovation, les labos. La question, c'était comment on arrive à ça? Comment on arrive à construire une assise d'un labo en interne, d'un labo, notamment avec la direction générale au sens large, les ressources humaines et les élus? Alors, comment? Je crois que Benoît a le meilleur exemple de nous trois. Alors, sans vouloir le dénoncer. Je ne sais pas si j'ai le meilleur exemple. Moi, j'ai eu la chance, lorsque je suis arrivé au TILAB, d'être sur un projet qui était effectivement rattaché directement à la DGS et moi rattaché directement au DGS et ça a fait partie clairement de la réussite du modèle. Pour moi, un laboratoire, une démarche comme ça, si au départ, elle est, vous m'excuserez le terme, mais au fond de l'organigramme, elle aura peu de chances d'être légitime au départ, alors qu'on a besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une confiance a priori. Et cette confiance a priori, elle est aussi donnée par ce marqueur hiérarchique. Ça permet tout simplement d'aller discuter avec un DGA, pas sur un pied d'égalité, mais presque. On vous écoute, vous voyez, il y a cette forme de reconnaissance. Ensuite, il y a tout un travail de plaidoyer à faire. Et ce travail de plaidoyer, il se fait par l'intermédiaire de la dissémination, c'est-à-dire qu'on va accueillir au sein du laboratoire des agents qui vont venir voir ce qu'il se fait par la pratique et qui, à un moment, vont venir proposer d'y mettre des projets. Et c'est eux-mêmes qui se feront auprès de leurs élus, de leurs VP par exemple, les ambassadeurs des démarches de laboratoire. On a proposé et on a déjà par exemple accueilli ici des bureaux des élus.
des bureaux de la majorité. Donc, ça permet voilà, de les accueillir et d'en profiter pendant une demi-heure pour parler du TILAB. Voilà. Et puis, on a également des résultats. Et il y a une dimension quand même dans ce plaidoyer, il y a une dimension communication à faire, y compris en plaçant des éléments montrant les réussites du hub, mais également ses échecs et les leçons qu'on en a tirées sur le chemin des élus, que celui-ci soit en interne ou que ce soit par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ce qui pour moi nécessite d'avoir une petite liberté en termes de communication qui ne passe pas par les services comme institutionnels. Et je mettrai ça en parallèle avec une autre question, mais on pourra en parler une autre fois, qui est propre au TILAB. C'est que là, vous me parlez beaucoup des élus, mais j'ai également de l'autre côté les pendants préfets, secrétaires d'État, DITP, enfin voilà, qui font aussi, entre guillemets, l'effet miroir et avec qui on travaille de la même manière, mais qui garantissent quelque part ce double soutien. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir qui, à un moment, se met naturellement en place. Parfois, le TILAB est peut-être moins soutenu du côté de la région, mais il va plus l'être du côté de l'État. Et on a un petit mouvement de balancier comme ça, mais ça fonctionne bien jusqu'à maintenant. Moi, j'ai une autre histoire à raconter du coup, puisque ce que je disais dans l'histoire, c'est les agents au service des agents. Et pour le coup, on a été créé au sein d'un service au fin fond, comme tu disais, Benoît. Et ça nous a permis, alors pas d'avoir de la légitimité tout de suite, mais de construire les choses pas à pas et du coup de tester des choses et maintenant d'être attaché au directeur général des services, ce qui explique aussi le fait qu'on n'ait pas d'élu aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors pour autant, ce que Benoît dit me semble indispensable, c'est d'avoir une légitimité qui garantisse finalement la pérennité des moyens, une mise en œuvre, éventuellement des décisions, enfin ce qu'on disait tout à l'heure. Et en même temps, le fait que les agents s'embarquent parfois envers et contre tout, voilà. C'est aussi une force du collectif. Et il me semble que c'est intéressant en fait d'avoir les deux chemins. Et, voilà, et après, je ne sais pas quelle est la première étape en fonction de l'histoire de chaque organisation. Jeanne, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ou on passe à la question? Non, j'ai rien de plus intéressant à ajouter. D'accord. Une dernière question, Anne-Laure. Alors, moi, la question de notre groupe, c'était comment, lorsqu'on veut créer un lab, on réussit à embarquer la hiérarchie et l'ensemble de la ligne hiérarchique. C'est-à-dire que dans le groupe, on avait les mêmes questionnements, mais pas forcément sur le même niveau hiérarchique. Donc, hiérarchie intermédiaire ou hiérarchie au plus haut niveau. Donc, comment avez-vous réussi ce tour de force d'embarquer l'ensemble de la ligne hiérarchique? Bonne question. En fait, alors là, du coup, je vais parler en mon nom, et pas spécialement pour la Nouvelle-Aquitaine, mais pour l'ensemble de l'expérience d'innovation SGMAP, DITP d'avant. En fait, je crois qu'il faut pas forcément quand on est un porteur de projet et qu'on a une idée de projet nouveau, innovant, ou qu'on a envie de mettre en place quelque chose de différent, il ne faut pas forcément avoir en ligne de mire de convaincre le management, mais plutôt d'être soi-même convaincu de sa démarche, de l'intérêt de la démarche et de l'intérêt que peut avoir des méthodes d'innovation dans son projet. Et en fait, cette force de conviction-là, elle convainc forcément un manager et elle vous permet de mener des premiers, comme dit Benoît dans le chat, mais des premières actions un peu en sous-marin qui viennent alimenter ou en tout cas conforter votre conviction et après vous permettre de porter votre projet devant qui que ce soit, un manager de proximité ou un DGS ou un élu. Mais en fait, c'est cette force-là de conviction qu'il faut avoir dès le départ. Il ne faut pas forcément chercher à vouloir convaincre particulièrement un tel ou un tel. Enfin, il me semble. En tout cas, nous c'est comme ça qu'on avançait à l'époque du SGMAP en tout cas. Mais voilà. J'aimerais ajouter juste quelque chose, parce que c'est une lecture qui m'a éclairé il y a quelques mois, qu'une bataille se gagne avec ses alliés et non pas avec ses opposants. Du coup, et c'est à ça que ça me fait penser, ce que dit Jeanne. C'est-à-dire, voilà, appuyons-nous aussi sur ceux qui ont envie de changer et les autres suivront. Ok. Benoît, je ne sais pas si tu as entendu, est-ce que tu veux compléter
Oui, moi je veux compléter peut-être, voilà, juste, je vais afficher très très vite quelque chose. Hein. Nous, très clairement, on ne cherche pas à convaincre tout le monde. On sait très bien qu'il y a des gens qu'on n'arrivera jamais à convaincre. Voilà. On va travailler d'abord avec nos alliés et avec eux, on va développer des choses, y compris parfois de manière discrète. Vous avez parlé de pionniers tout à l'heure. Oui, parfois, effectivement, il faut vivre caché. L'intérêt étant de montrer des objets concrets, des formes concrètes, des évaluations concrètes pour permettre aux personnes, à un moment, si elles le souhaitent, de devenir utilisateurs de nos différentes démarches. Et c'est comme ça qu'on en fait pour nous des collaborateurs, voire même plus tard des activateurs, c'est-à-dire des gens qui vont venir nous apporter d'autres personnes, d'autres partenaires. Donc, un, par l'action, mais deux, ne pas vouloir convaincre tout le monde parce que très clairement, si vous voulez le faire, vous allez passer votre énergie à essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus au lieu d'agir. Or, pour moi, un lab, ou une démarche comme ça, c'est par l'action qu'elle arrive à convaincre et c'est également par ses résultats. Donc, j'aurais tendance à dire, il vaut mieux embarquer un petit noyau, y compris le décideur 2-3 fortement impliqué, voilà, et essayer de convaincre les autres par l'action. Par contre, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que parmi mes 2 meilleurs ambassadeurs du TILAB aujourd'hui dans la haute hiérarchie de la région Bretagne, j'ai 2 anciens sceptiques qui considéraient qu'au labo, on faisait des post-it et des phrases tagada. Et c'est mes meilleurs ambassadeurs parce qu'ils étaient sceptiques. Voilà. Ils ont été convaincus pleinement. Par l'action. Par l'action. Par l'action, vous en trouverez un. Je vais peut-être vous mettre le lien vers une vidéo, mais qui l'ancien directeur de la DEFTLV, par exemple, qui disait j'ai fini par comprendre qu'au lab, on cherchait à assembler des solutions, là où dans les réunions, on additionnait des problèmes. Je pense que c'est la citation de la fin, presque, pas presque, c'est sûr. Je vous propose de s'en arrêter là. Je vous propose un dernier petit temps, mais c'est pour vous en fait. Juste si vous pouvez dans le chat écrire quels sont vos besoins, peut-être pour le prochain pas, pour travailler en mode laboratoire, juste de le mettre dans le chat, on pourra comme ça compiler. Et puis ce qu'on appelle avec Céline, partage ton 06. C'est-à-dire prenez le temps en message privé ou pour les intervenants, si vous souhaitez le faire, rappelez vos coordonnées, en tout cas ou les coordonnées sur lesquelles on peut échanger avec vous a posteriori de cette réunion. Voilà, n'hésitez pas parce que le MIP, c'est aussi un moment d'interconnaissance. Voilà, et les réseaux, ça fonctionne comme ça. C'est quand on prend contact avec les autres qu'on augmente le réseau, on augmente sa connaissance et du coup, on va vers une innovation publique généralisée. Voilà. Et je tiens à remercier Jeanne, Benoît et Céline pour leur intervention éclairée, leur expérience. J'espère qu'elle vous a été très éclairante, inspirante, utile. À vous également. Et je vous laisse écrire ce que vous souhaitez dans le chat. Je laisse ouvert la session. Vous pouvez partir doucement, comme quand vous endormez dans une sieste, par exemple, ou sur le chemin d'une forêt paisible. Et je vous dis à toutes et à tous à bientôt, je pense, à très bientôt.